Jean Castex a assuré ce matin sur France Inter que la lutte contre les violences faisait partie de ses priorités. 3 jours après les incidents à Paris, à l'issue de la finale du PSG en Ligue des Champions, il a annoncé la création de 250 postes de magistrats et greffiers cette année, 550 l'an prochain. Il souhaite que des juges de proximité puissent agir vite pour sanctionner toute incivilité. Les violences, les vols sont parfois facilités par le port du masque. Les forces de l'ordre ont ainsi de plus en plus de mal à identifier les délinquants, notamment dans les transports. Comment font-ils? Voyez ce reportage de Nicolas Coadou, Nathalie Pérez et Christophe Quinck. La scène ne dure que quelques secondes. Le temps pour ce voleur d'arracher un collier. Des vols avec violence filmés par les caméras de surveillance du métro parisien ces derniers jours. Point commun, les agresseurs sont tous masqués. Avec les règles anti-Covid qui imposent le port du masque dans les transports publics, ils pensent qu'ils ont peu de chances d'être reconnus par la vidéosurveillance. L'affluence des métros a diminué, moins 40% en juillet, mais les vols avec violence, eux, ont baissé de 15% seulement. Michael fait partie de ces victimes. Il a été agressé en plein jour dans une station habituellement très fréquentée. Ce matin-là, elle était déserte. Ces agresseurs en ont profité sans même cacher leur visage. Quand je vois le gaz frotter contre moi, je me dis c'est une technique de diversion, ils vont me faire les poches. Donc j'étais plutôt concentré sur mes poches, sur le gars à côté. Et je m'attendais pas à ce qu'il me saute dessus. Les 4 assaillants ont tenté de lui voler ce collier avant de repartir tranquillement. Ils sont prêts à tout, quoi, les mecs. Ils ont pas peur, quoi. C'est en plein jour, comme ça, un matin, il était 10h. Les policiers qui sécurisent les transports l'admettent, les règles sanitaires rendent plus difficiles leurs enquêtes. Nous avons une difficulté immédiate pour l'identification des auteurs d'infractions. Mais très vite, nous nous sommes adaptés. Nous avons choisi d'autres angles d'attaque pour identifier ces gens. Et le moyen imparable, c'est le flagrant délit. Chaque jour, une soixantaine de policiers quadrillent le réseau parisien. Nous avons suivi l'une de leurs équipes. Ils viennent de repérer un premier groupe. Ouais, elles sont là. Ça va vers la 14. La filature commence. Il faut prendre les voleurs sur le fait. Par contre, là, je ne vois plus. Je ne vois plus. Donc, à mon avis, elles sont barrées plus vers le double ascenseur. Pour être plus discret, nous passons en caméra cachée. Cette fois, la cible des policiers, c'est ce jeune homme assis à droite de l'image. Il juge son attitude suspecte. Lui ne se doute de rien, il vient même nous demander son chemin. Puis il va voir d'autres passagers. Quand tu te balades dans la rame, tu remontes la rame comme ça. Ensuite, voilà, tu remontes pour regarder les gens qui ont des téléphones, des chaînes en or. De ligne en ligne, la filature va durer 1 heure. Puis les policiers passent au contrôle. Aucun objet suspect volé. Il repart libre. Chaque jour, la police affirme interpeller 50 à 70 personnes sur le réseau. C'est un peu moins qu'avant le Covid. Et puis des vidéos édifiantes font de nouveau réagir. On y voit ce qui pourrait être des trafiquants de drogue se mettre en scène, encagoulés et armés jusqu'aux dents. Des dealers du quartier Le Mistral à Grenoble, a priori. Ces images auraient pour but d'impressionner leurs éventuels rivaux. Une opération de police est en cours, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La situation dégénère à Kenosha, aux États-Unis, la ville où un policier a tiré à 7 reprises dans le dos d'un homme noir qu'il interpellait dimanche. Une fusillade a fait 2 morts et 1 blessé lors d'une manifestation. C'est un habitant transformé en milicien qui aurait ouvert le feu sur des manifestants qui le poursuivaient. Agnès Varamian, Ariel Monange. C'est un face-à-face qui a dégénéré dans cette station-service. D'un côté, des manifestants bravant le couvre-feu. De l'autre, les Kenosha Guards, des miliciens en armes venus défendre, disent-ils, cette propriété privée. Il est minuit quand soudain, des coups de feu. Le tireur présumé, t-shirt kaki, apparaît. Il regarde la victime qui est à terre, appelle sur son téléphone portable, puis s'enfuit. La victime, un homme blanc atteint d'une balle dans la tête, décédera. Quelques minutes plus tard, l'homme en armes est filmé poursuivi dans la rue. C'est en fait un garçon de 17 ans. Il tombe. 3 manifestants tentent tour à tour de lui arracher son fusil semi-automatique. L'un meurt d'une balle dans le ventre, un autre est blessé grièvement au bras. L'adolescent se relève et se dirige vers la police,
qui ne semble pas comprendre ce qui se passe et ne l'interpelle pas. Quelques heures plus tôt, le garçon a été filmé en compagnie d'adultes en armes. Une milice que la police laissait prendre position et qui la saluait. Dans l'enquête sur la bavure qui a tout déclenché, les policiers ont été suspendus mais pas arrêtés. Une nouvelle vidéo montre Jacob Blake à terre, que les policiers tentent de maîtriser. Il se relève, fait le tour de la voiture avant de subir 7 tirs des policiers. Cela fait des années que je n'ai pas pleuré. Je n'ai plus de larmes. Cela fait trop d'années que je vois la police tuer des gens qui me ressemblent. Jacob Blake, paralysé des jambes, est dans un état stable ce soir. Et puis notez que ce soir, un adolescent auteur présumé des coups de feu a été arrêté et inculpé. Les États-Unis, où l'épouse de Donald Trump, Melania, a pris la parole hier à la tribune de la Convention républicaine. Elle a fait l'éloge de son mari, mais son ton se voulait plus tolérant, plus empathique que celui des autres intervenants. Laurent Desbonnets. Elle n'avait quasiment rien dit en public depuis 4 ans. Mais cette fois, dans les jardins de la Maison-Blanche, face à son mari, les propos de Melania Trump détonnent. D'abord sur la crise sanitaire, que le président américain cherche surtout à minimiser. Depuis mars, nos vies ont radicalement changé. Je sais que beaucoup de gens sont inquiets. Certains se sentent impuissants. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. De l'empathie, exactement ce dont Donald Trump est incapable selon ses adversaires, y compris sur les sujets brûlants. Comme vous tous, j'ai réfléchi sur les émeutes raciales dans notre patrie. C'est une réalité difficile. Très loin des discours républicains de fermeté, le ton plus conciliant d'une première dame toujours discrète, dont l'attitude déroute nombre d'observateurs, comme lorsqu'elle refuse régulièrement de prendre la main de son mari. Mais au moment d'annoncer son choix, les yeux rivés sur le prompteur, Melania Trump n'hésite pas. Nous avons besoin de mon mari comme président et commandant en chef pour 4 ans de plus. Il est le meilleur pour notre pays. Au total, pas moins de 6 membres de la famille du président sortant doivent prononcer des discours cette semaine. Melania Trump, elle, n'a pas prévu de participer à d'autres événements de la campagne. Et puis le Texas et la Louisiane sont en état d'alerte. L'ouragan Laura s'approche et devrait frapper les côtes dans la nuit. Il vient de passer en catégorie 4. Il serait accompagné de vents de plus de 100 km/h. MLF, ces initiales sont entrées dans l'histoire. Ce sont celles du mouvement de libération des femmes. Un mouvement féministe, donc, né il y a tout juste 50 ans. 9 femmes décidaient ce jour-là de déposer une gerbe de fleurs sous l'Arc de Triomphe pour la femme du soldat inconnu. Margot Subra-Gomez et Pascal Caron nous emmènent derrière l'image. Dans la torpeur de l'été 70, elles ont pris tout le monde par surprise. Sous l'Arc de Triomphe, 9 militantes féministes veulent honorer quelqu'un, encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Un pied de nez. Derrière l'image, le mouvement féministe s'organise. Une gerbe de fleurs, comme pour parodier une cérémonie officielle. Le ton est donné, l'ambiance se veut légère et décalée, mais les manifestantes sont arrêtées par la police. Cathy Bernheim, 26 ans à l'époque, s'en souvient très bien. On a été très étonnés d'être reçus par la maréchaussée. À l'époque, vous remarquerez qu'on se croirait dans un film de Funès. Enfin, c'était quand même pas si tendre que ça en avait l'air. Ils nous ont emmenés au poste de police des Champs-Élysées. Puis ils ont été obligés d'appeler les supérieurs pour demander qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces énergumènes qui, en plus, chantaient et leur cassaient les oreilles avec des chansons qu'elles venaient d'inventer. Des chansons et des slogans, dont un qui marque les esprits. Un homme sur 2 est une femme. Une façon de dénoncer le machisme de la société française. À l'époque, l'avortement est considéré comme un crime, le viol est rarement puni par la justice. Alors les femmes donnent de la voix dans la rue. L'année 70 marque le début des grandes manifestations féministes. Le lendemain du 26 août, le coup d'éclat de l'Arc de Triomphe fait la une des journaux. Selon cette historienne, l'événement donne de l'écho à la lutte féministe.
C'est aussi par ces actions que progressivement, on voit soit affluer au mouvement parisien de nouvelles personnes, soit se créer de nouveaux groupes partout en France qui reprennent les mêmes revendications, les mêmes modes d'action. Ce jour-là, les 9 militantes quittent le commissariat libre. 50 ans plus tard, des féministes revendiquent toujours leur héritage. Si vous connaissez Amiens, vous avez sans doute admiré ces jardins flottants découpés par 65 km de canaux qu'on appelle les ortillonnages. Pendant le confinement, les habitants d'Amiens se sont habitués à consommer les produits cultivés sur ces terres. Et depuis, ils ont gardé leurs habitudes de circuit court. Un reportage de Claire Vérove et Valérie Lucas. Des jardins sur l'eau, en plein cœur de la ville d'Amiens. Les ortillonnages, une tradition agricole remontant au Moyen-Âge, qui a difficilement résisté aux effets de la mondialisation. Seule une dizaine de maraîchers y travaillent encore, car ici, les parcelles morcelées par les canaux ne peuvent pas concurrencer de plus grandes cultures agricoles. Nous, on reste toujours à une quantité raisonnable, hein. On ne peut pas se permettre de faire des grosses productions dans les ortillonnages. Donc ça reste quand même très manuel, hein. Donc nous, il vaut mieux se diriger vers des ventes de circuits courts. Francis Parmentier est issu d'une famille d'ortillons. L'engouement qu'il constate pour les produits locaux donne un nouveau souffle à son exploitation. Les clients, quand ils voient un légume comme ça, qui voient regarder tout simplement ça, le lait, ça prouve que le légume il vient d'être tout de suite coupé récemment. Désormais, seulement 15% de ces récoltes sont vendues à des supermarchés, contre la moitié il y a quelques années. Une transformation dont le maraîcher ressort gagnant. Une salade comme ça, on va la vendre 1,20 €, 1,30 €, 1,40 €, selon la grosseur de la salade. Pour nous, en tant que producteurs, c'est un prix de rentabilité, un seuil de rentabilité qui est intéressant pour nous. Après, on peut vendre la même salade dans une enseigne, une grande enseigne, mais alors là, le prix, ça va être divisé tout de suite par 4. À quelques kilomètres au-delà, les légumes de Francis Parmentier trouvent preneur dans ce drive fermier. Numéro 6. Oui. Voilà. Des tomates, une salade, un melon, des courgettes. Une vente en direct de produits locaux née lors du confinement. Les écoles et les restaurants fermés, il fallait trouver un nouveau public. Aujourd'hui, la démarche séduit toujours. Les produits sont locaux, frais, c'est agréable. Ça fait toujours plaisir, ouais, de rencontrer les personnes qui travaillent pour nous faire manger. On retrouve la saveur des fruits et légumes. Un succès qui attire même de nouveaux agriculteurs. Depuis 3 ans, ces trentenaires redonnent vie à cette parcelle par une forme de maraîchage non conventionnel, la permaculture. Pas de pesticides, pas d'engins mécaniques, un mode de culture doux pour profiter de ce terreau humide et fertile. L'intérêt de cette terre, c'est qu'elle est très riche. Nous, on appelle ça la terre noire par chez nous. C'est une terre avec des taux de matière organique autour de 10%, ce qui est exceptionnel. Ici, la proximité est érigée en règle de vie. Chaque semaine, les légumes sitôt cueillis trouvent leur place sur ces étals. De la terre au marché. Aux côtés de boissons du coin et de groupes de musique locaux, le marché aux allures de guinguettes attire des centaines d'Amiénois. Nous, on a une ferme bio, mais on voulait aller chercher des gens un peu plus loin. Et donc, c'est vrai qu'avec le concert, avec la buvette, avec les ateliers de dégustation, etc., on arrive à attirer aussi un autre public qui, du coup, vient vers les circuits courts et ne serait pas forcément venu à la base. Avec 30% de ventes en plus cette année, la ferme est rentable pour la première fois. Un renouveau prometteur pour les ortillonnages, au plus proche de la tradition maraîchère. À présent, je vous propose de revenir sur cette belle histoire, l'initiative d'une adolescente de 15 ans pour aider ses parents agriculteurs très endettés. C'était en février 2019. La jeune fille avait ému la France entière en lançant une cagnotte pour que la ferme familiale ne soit pas vendue. 1 an et demi plus tard, où en sont-ils? 20h la suite est signée Anne Guéry et Régis Maté. Il y a 1 an et demi, on était sur le point de tout perdre. Aujourd'hui, grâce à ma fille, j'arrive enfin à dormir. Une ferme criblée de dettes, mais qui aujourd'hui résiste à la faillite, qui survit grâce à l'appel au secours d'une adolescente de 15 ans. C'était en février 2019. Émilie Pécourneau lance une cagnotte solidaire sur Internet pour éponger la dette de ses parents agriculteurs, 413 000 €. Vraiment, je voulais les sauver parce que... Et puis perdre la maison, ça
Ce serait vraiment, vraiment un grand malheur. Je suis fière de l'avoir fait pour les aider. Parce que vraiment, ils le savent, je les aime. De voir que c'est votre fille de 15 ans qui est capable de réagir de la sorte, alors que vous avez la tête tellement prise par les problèmes que vous n'arrivez même plus à réagir, ça vous dit, c'est le moment, maintenant il faut y aller. 1 an et demi plus tard, la cagnotte a rapporté 273 000 €. Ben là, c'est nos champs où on va ramasser. Et Joël Pécourneau est redevenu un agriculteur fier de ce qu'il cultive, courgettes, melons et... Concombre, alors concombre à l'ancienne, que je vous fais voir tout de suite. Concombre à l'ancienne, c'est-à-dire c'est le concombre qui s'appelait aussi le concombre cornichon. Dans les rangs sans surprise, il y a Émilie. Aujourd'hui 17 ans et toujours soucieuse de mettre les mains dans la terre pour soutenir son père et sa mère. Ben, c'est mes parents quand même. Ouais. Puis de toute façon, j'ai rien à faire de mes vacances, donc on part pas en vacances, donc autant que je les aide. La famille a redressé la tête. Ramassage en musique, comme un peu de joie retrouvée. Mais pour Muriel Pécourneau, il y a un mais. Moi, je vis avec la peur. Je vis avec la peur. Alors c'est pour ça que bon, je mets la musique, oui, parce que bon, ben, ça me fait penser à autre chose. La peur que l'histoire se répète un jour, comme avant. Avant, ce fut le surendettement. Au départ, un emprunt de 100 000 € pour mettre aux normes un local d'abattage de volailles. Et puis l'engrenage, des factures impayées, des traites non remboursées et un redressement judiciaire. Ça remue les tripes. Aujourd'hui, la cagnotte a permis de rembourser une partie des créances, mais il reste encore 300 000 € de dette. On n'est pas sorti du pétrin. Alors, par prudence, la famille a conservé 100 000 € de la cagnotte en trésorerie pour faire face aux coups durs. On arrive un peu à retrouver un peu de sommeil, on va dire, et à dormir sur les 2 oreilles. D'autant qu'il a reçu une bonne nouvelle à partager sans modération avec son voisin qui a participé à la cagnotte. Nous, on a eu l'étiquette la meilleure. Très bien. Un certificat de conformité pour le fameux local d'abattage qui lui avait valu de se surendetter. Allez, c'est parti pour un an. Et voilà. Voilà. Bon, mais ça s'applaudit. Hein. Ça, c'est la plus belle victoire, oui. Une victoire qui les encourage à continuer contre vents et marées. C'est un classique du roman policier écrit par la reine du genre, Agatha Christie. Le roman Les 10 petits nègres va changer de titre. C'est la volonté du petit-fils de l'auteur. Son objectif, ne pas blesser avec le mot nègre. Ce sera donc désormais « Ils étaient 10 » dans la version française. Les autres pays avaient déjà revu leur traduction. Émilie Béraud, Mélisande Keinec. Vous le connaissiez sous le nom « 10 petits nègres ». Il s'appelle désormais « Ils étaient 10 ». Le roman policier d'Agatha Christie, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires depuis 1939, paraît aujourd'hui dans une version revisitée. Au cœur du récit, le terme « nègre » qui apparaît 74 fois est remplacé par le mot « soldat ». Moi, je trouve ça ridicule. Il ne faut pas couper les œuvres d'art ou les romans de leur contexte. Je n'aurais jamais acheté un livre avec un titre pareil. J'aurais boycotté la librairie qui le vend. C'est une belle avancée, parce que je trouve le titre un peu raciste quand même. Je trouve que c'est un peu trash. La France était l'un des derniers pays au monde à employer le mot nègre. Aux États-Unis, par exemple, le polar est publié dès 1940 sous le titre « Et il n'en restait aucun ». C'est l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie lui-même qui a pris cette décision. Mon avis, c'est qu'Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n'aurait pas aimé l'idée que quelqu'un soit blessé par une de ses tournures de phrases. Le Conseil représentatif des associations noires de France se bat contre ce genre de discrimination. Il approuve ce changement. Si j'utilisais un terme péjoratif qui insultait une partie quelconque de la population, je trouverais tout à fait légitime qu'on ne l'utilise pas. Ce sont des sujets qui ne doivent pas nous diviser, ce sont des sujets qui doivent nous rassembler. Ce n'est pas la première fois qu'une œuvre classique est modifiée, car jugée raciste. En juin dernier, le film Autant en emporte le vent a été retiré,
du catalogue de la chaîne américaine HBO. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian, suivi du feuilleton Un si grand soleil, puis la série Nina. Demain, vous retrouvez Nathalie de Rinxin à 13h. Bonne soirée sur France 2. À demain.